Bonjour à tous, c'est Nico de Batman Legend. Bienvenue dans ce 14e Batcast, le podcast made in Batman Legend. Au programme ce soir de ce Batcast, un petit retour sur nos lectures parues chez Urban Comics au mois d'octobre. On jettera un tout petit coup d'œil sur les lectures du mois en cours le mois de novembre. Puis on conclura avec un petit débat sur un sujet très intéressant qui concerne notamment les variantes cover, chères aux collectionneurs de comics. Pour m'accompagner tout au long de ce podcast, ce soir, deux rédactrices du blog, Batman Legend, Alexandra. Salut. Ainsi qu'Alinor Drake. Salut. Et un invité qui fait son retour dans le podcast, vous l'avez déjà vu, déjà entendu, c'est Ludo de la chaîne Le Coin Comics. Salut tout le monde. Salut Ludo, ça va ? Ouais, ça va et vous ? Ouais, la forme. On va parler de variant cover et de Batman, ça va changer. Ça va changer pour toi, c'est vrai que tu n'es pas forcément spécialisé Batman, mais bon, ça c'est bien de changer, non ? Un petit peu ouais, de temps ça en fait temps. du bien, ouais. Et puis en plus, Batman, c'est un personnage tellement connu que j'en lis, je suis pas aussi spécialisé que vous, mais je connais un petit peu l'homme chauve-souris, quoi. Ouais, tout le monde connaît Batman. Sur ce, on va démarrer avec les lectures du mois dernier. On va démarrer tranquillement avec un petit crossover qui était bien sympa, signé James Tynion IV et Freddie Williams 2, qui était d'ailleurs présent à la Comic-Con Paris cette année, avec Batman et les Tortues Ninja tome 2. Alex, est-ce que tu peux nous en dire un petit mot ? Alors je sais que tu as fait la review sur le site, mais rapidement pour ce soir, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? C'était très bien. Voilà, c'était rapide. Merci Alex. Non, je déconne. Merci, bonne soirée à tous, allez. C'est un like, au revoir. Non, en fait, c'était même un peu mieux que le premier tome. Donc, en gros, on retrouve les Tortues Ninja et le monde de Batman. Chaque fois, c'est entremêlé, les univers. Il y a un passage temporel, enfin, je sais plus trop le nom. Je me rappelle plus, j'ai lu en début du mois, autant vous le dire. J'ai plus de souvenirs. Non, moi je trouve ça super bien parce que comme je l'ai dit dans la review, c'est pas très familier à l'univers des Tortues Ninja et ça te permet de rentrer dans cet univers-là tout doucement, à mieux les connaître. C'est pas juste des gars marrants qui mangent des pizzas, c'est aussi des styles de super-héros différents de Batman. Le mariage, il s'associe très bien. Ils arrivent à faire quelque chose de sérieux alors que ça aurait pu être très débile, très enfantin. J'appuie sur le mot enfantin parce que le seul bémol que je retrouve sur ce comics, c'est le fait qu'il est sur Urban Kids. Je comprends pas. Ouais, je trouve ça tellement dommage. Et c'est pas pour c'est pas que c'est pas pour les enfants, mais c'est carrément pour les adultes. Et le fait de mettre sur Urban Kids, j'ai l'impression qu'ils sont pas mis à leur valeur, pas valorisés. Et donc du coup, limite, je mettrais plus que 10 € pour voir ce style d'histoire, ce style de dessin avec Williams. Freddy 2 ou 2 Freddy, je sais pas. Freddy Williams 2. Freddy Williams 2. Quel nom de famille, bref. Et James Tynion 4. Ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup de numéros, mais bon, c'est pas... Ouais. On dirait des dynasties royales. Et non, donc le seul bémol, c'est ça, c'est cette catégorie de chez Urban que je comprends pas trop le principe. Je pense qu'ils vont continuer dans cette lignée-là. À part c'est un énorme magnifique. Après maintenant qu'ils ont mis la série dans ce label-là, ils vont continuer. Mais après, c'est peut-être aussi une façon aussi d'ajouter quelque chose dans le catalogue de ce label-là, parce qu'au final, ils avaient beaucoup utilisé tout ce qui est série animée Batman, mais tu vois, après, il y a pas grand-chose, quoi. Bah, ils sont quand même bien, tu vois, parce qu'ils peuvent continuer longtemps avec la série animée. Ils ont développé Gotham Girls. Mais là, ils arrivent au bout, justement, de ces séries-là. Il y a plus rien. Ils ont déjà tout édité. Après, quand tu vois qu'il y a des comics comme Gideon Falls qui sont sortis pour 10 € en version hardcover ce mois-ci, c'est vrai que c'est un petit peu dommage qu'ils sortent pas Batman et les Tortues Ninja en TPB classique, je trouve. Oui, c'est pas fait chez Urban Kids. Tu peux pallier à des trucs, mais là, c'est pallié débilement, tu vois. C'est vraiment très bien. Par contre, c'est le seul défaut, c'est vraiment très plaisant, très facile à lire, très très adulte et voilà, moi j'adore. Ouais, après c'est vrai, on en parlait tout à l'heure en off, le seul petit bémol, c'est que il y a vachement de marge blanche dans les pages. Moi je l'ai pas remarqué. Ouais, moi au premier abord, je l'avais pas remarqué, on m'a fait remarquer ça et c'est vrai qu'en réouvrant le comic, tu t'en rends compte que c'est vrai qu'ils auraient pu agrandir les cases, quoi, parce qu'en fait, il y a vachement de marge.
Là, je suis en train de feuilleter le 1, j'ai pas lu le 2, mais il y a aucune marge blanche. Ouais, dans le 1, c'est pas pareil. Peine, ouais, carrément. Alors, je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est vraiment une erreur d'édition, mais... Et juste pour demander, c'est quoi le topo rapidement du 2 sur si c'est la même lignée, c'est un fight, un ennemi commun en fait, et il s'allie. C'est ça. C'est dans la même lignée, sauf que au lieu que ce soit les tortues qui viennent à Gotham, c'est Batman qui vient à New York. Batman et Robin. Mais comme tu as dit, je pense Alexandra, ça donne un pied d'introduction pour les séries TMNT qui, j'ai pas lu non plus, mais ça c'est quelque chose que j'ai envie de lire, mais d'une force qui apparemment sont monstrueuses, et c'est franchement le truc. Je pense que c'est un de mes prochains achats parce que ça a l'air vraiment monstrueux, sincèrement. Ça me les a fait prendre au sérieux, tu vois. Ah, exactement. Tortue Ninja, la série animée. Et donc du coup là ça te les visualise autrement, et ça m'a donné tu vois, ça à la fin là, c'est à la fin du tome 1 quand tu vois c'est Leonardo, je crois, qui s'entend pas trop avec Batman et qui à la fin sont un petit peu potes et tout, tu vois, ça te fait voir un petit peu le côté mature des persos qui sont un petit peu vus comme tu dis des clowns, enfin des comiques quoi, c'est des tortues qui mangent des pizzas quoi, tu sais, je veux dire. Donc, là donc c'est vrai que c'est intéressant. Ouais, c'est une autre facette. Et après, c'est vrai que pour avoir discuté avec des gens qui ont lu les comics Tortue Ninja, ils me disaient que, en fait, dans les comics, c'était vachement plus sombre que ce qu'on a comme image des Tortues Ninja, comme ça. Tu regardes le film, les films en voyant les quoi. films ou les animés. En fait, dans les comics, c'est vachement plus sombre que ça, quoi. Pour rebondir sur ce que tu disais, Ludo. Exactement, mais ça a l'air d'être une excellente série. Je pense que c'est bien qu'ils sortent aussi des crossovers dans ce style. Ils ont toujours fait ça avec Batman, plus ou moins, de toute manière. Et c'est deux univers qui, je trouve, vont super bien ensemble, sincèrement. Ouais, c'est clair, carrément. Et on passe à l'autre lecture du mois. Alors, je vais garder le gros morceau pour la fin, avec Batman White Knight. Et entre-temps, on va parler un petit peu du récit complet qui concerne les Teen Titans, le mois dernier. Est-ce que, Aliénor, tu peux nous en dire un petit mot? Oui, donc encore une fois, c'est un super récit complet qui est très bien écrit. En fait, donc ça se concentre sur j'ai oublié son nom là. Bref, l'apprenti Aqualad. Aqua bébé. Aqua bébé, ouais. Donc ça se concentre sur Aqualad qui est à la recherche de son père, qui en fait est la Manta, la Black Manta. Et donc avec un Robin, un Damian Wayne impitoyable qui a viré Kid Flash. Voilà, c'est une histoire tyran, quoi. Voilà, c'est un vrai tyran. Moi j'adore. J'ai lu le récit complet numéro 1, moi j'adore Damian Wayne. Juste pour ça, je le trouve génial. Là-dedans, il est bien, ouais. Moi, je trouve qu'il est très bien mis en valeur. Il est pas trop tête à claque non plus. Enfin, voilà, on comprend toutes ses faiblesses et tout ça. Donc, surtout après, en fait, il y a une histoire avec Emiko, donc la sœur de Green Arrow. De Green Arrow. Alors moi, j'ai adoré parce que, étant une fan de Green Arrow et suivant Green Arrow Rebirth, j'aime bien Emiko. C'est une sacrée personnalité. Et en plus, ça permet vraiment ils ont la même personnalité en fait, Damian et Emiko, et c'est intéressant, et ça permet de mettre en valeur Damian et ses faiblesses, c'est-à-dire il est vraiment à la recherche d'amis en qui il peut avoir confiance, et c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, le dessin est chouette, c'est super, et en plus ça se termine avec une référence à des Detective Comics, à la récit de Detective Comics avec Tim Drake. Tim Drake et son retour. Donc voilà, j'ai trouvé ça super. Enfin, comme d'habitude, en fait, les récits complets de Batman, surtout quand ça concerne les Titans ou Teen Titans, c'est très bien fait. C'est à la fois léger et profond. C'est une bonne sélection, quoi. Ouais, mais ces récits complets, ils sont monstrueux, et je suis d'accord avec toi sur un point que tu as souligné, Aliénor, j'ai lu le tome 1 ce week-end. Bon, je suis encore en retard, mais Damian Wayne, on le voit avec ses faiblesses, c'est quelque chose qui est important, parce que on voit ce petit garçon, le minot, qui est tyrannique, comme tu dis, et au final, on sent que c'est juste une autoprotection qu'il fait parce qu'il a pas l'habitude, tout simplement, d'avoir des amis, quoi. Enfin, son grand-père, c'est Ra's al Ghul, et à la fin du tome 1, tu vois que, il y a ses potes qui viennent le sauver,
sauver, et puis il est content au fond. Et puis tu vois cette dualité aussi dans les séries de Gleason et Tomasi avec Jonathan Smith, le fils du nouveau Superman, et c'est pareil, ils seront potes un jour, mais ils le sont peut-être déjà d'ailleurs dans Super Sons, j'ai pas lu, mais c'est un personnage qui est torturé, que je trouve juste monstrueux à développer, et c'est un Robin de fou. Moi j'adore. Ça. Voilà, exactement. Alex, on t'a pas entendu, parce que je sais que tu détestes Damian Wayne de façon générale. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Je déteste toujours, mais c'est pas, non, mais rien de personnel. Non, déjà pour bon, non, jamais, c'est jamais personnel. Non, le récit complet, moi, c'est mon rendez-vous du mois, parce que c'est toujours très bien. Moi, je prends pas des kiosques, hein, du coup, j'achète pas en kiosque à chaque fois toutes les autres BD, je les achète, les gros bouquins, donc du coup, pour moi, c'est un petit rendez-vous pas cher, et à chaque fois, je sais que je vais lire de la qualité, alors que souvent, on peut être déçu par des gros comics Batman. Ça se lit super facilement, les dessins et la colorisation, moi j'adore. Après Damian Wayne, je l'ai plutôt apprécié dans ce bouquin parce que du coup il est chiant au début comme d'habitude, et il y a un revirement à la fin de l'histoire où il se rend compte qu'il peut pas se débrouiller tout seul, et c'est pas mal fait, c'est pas tout d'un coup je me rends compte que j'ai besoin de mes amis. Au fur et à mesure des cases, même pas des pages mais des cases, on voit que la situation est si difficile qu'il est obligé de tendre la main vers Kid Flash qu'il a sorti de l'équipe, et j'ai beaucoup apprécié. Ça me fait pas apprécier le personnage, mais ça me fait apprécier qu'on met en valeur autant un personnage qui peut être on joue pas sur la difficulté, quoi. Il est pas juste chiant et énervant, ça va plus loin que ça. Et même avec un petit récit comme ça, on a des choses assez pointues en termes de scénario. Donc c'est super. Et ça t'a pas fait rire à la fin du tome 1 quand il appelle Aquala de l'arrosoir pendant 15 pages? Le tome 1, tu parles du récit complet, oui. Du tout premier? Oui, du premier, ouais. Il continue à l'appeler l'arrosoir. Il continue à l'appeler l'arrosoir dans le tome 2, ouais. Ouais. Moi, je le trouve. Si, ça me fait rire. Mais en fait, je l'aime vraiment pas, tu vois, donc dès qu'il parle, ça m'énerve. Mais c'est du bon énervement. En fait, sur son récit complet, elle a gribouillé toutes les têtes de Damian Wayne, comme ça elle le voit pas. Tu sais, comme quand il y a un couple qui se sépare, tu sais, l'autre il déchire les photos et tout, c'est pareil, quoi. Ouais. Oui, mais les autres sont sympas, donc c'est cool. Non, mais je l'aime pas, mais c'est aussi ça les comics, c'est ne pas aimer, mais à tel point que finalement j'aime. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. On comprend ce que je veux dire? Ouais, moi je trouve que cette série. Vas-y. Cette série, je la trouve rafraîchissante. Moi, il y a des planches qui m'ont fait mourir de rire. La planche où il y a Changelin, la Beast Boy, qui est végétarien, bien sûr, parce qu'il peut se transformer en bête, et que Kid Flash qui dit, ouais, la vie sans hamburger, ça mériterait pas d'être vécu, et il se ramène avec plein de pizzas, enfin, des petites anecdotes comme ça, mais moi, c'est des planches qui me font mourir de rire, et je les trouve vraiment même plus rafraîchissantes que les Titans. Et pourtant, j'ai adoré le premier récit complet des Titans, mais les Teen Titans, vraiment, même enfin le parallèle du coup avec la Ligue des Assassins, je trouve que tout se tient, c'est excellent et c'est touchant, comme tu dis, quand tu vois Damian Wayne, pour spoiler, moi c'est le premier tome qui dans le miroir de Ra's al Ghul se voit en tant que Batman, et en fait est tiraillé entre ces deux côtés. C'est des trucs qui restent marqués, et que je trouve dans le développement du personnage très très bien fait. Et d'ailleurs, il y a un autre personnage, moi, que j'adore, du coup, et que j'ai beaucoup aimé dans celui-ci, c'est justement Beast Boy, qui est vraiment, son humour et tout, c'est très drôle, quoi. Il est très sympa, ouais. Ah ouais. Moi, j'adore ce personnage, il est très bien mis en valeur. Les transformations d'animal selon la situation, c'est vraiment un quand tu le vois changer en phoque en train d'attendre le requin dans le tome 1, tu vois, et il sert d'appât. Enfin, c'est des scènes qui sont drôles, quoi. Et c'est vraiment génial. Bon, je crois que vous êtes chaud là. On va enchaîner sur Batman White Knight. Hein. Parce que là, voilà, Ludo, tu l'as pas lu, donc non, mais on va pas spoiler, on va juste en parler en surface, présenter un petit peu le truc. On va pas spoiler. Là, je vais quand même d'apprendre que dans le récit complet numéro 2, Kid Flash se faisait virer. À la fin, il y a Tim Drake qui revient. Non, donc bon, hein. Tim Drake, c'est lié à Detective Comics. Mais bref, non, on va pas spoiler, parce que dans Batman White Knight à la fin, Batman il meurt. Ouais. Là, mais, enfin, ça a mis du temps, mais Sean Gordon l'a fait. Mais concrètement, ce Batman White Knight, Aliénor, t'en penses quoi?
Oh, j'ai adoré. J'ai fait la review. La en review, plus, ouais. En plus, j'ai pu avoir, moi, la version noire et blanche, en plus de la version couleur. Voilà, comme il se la paie. Et ouais, et en plus, c'est le truc totalement par hasard que j'ai pu l'avoir parce que à la Comic-Con, je l'ai pas acheté, je me suis dit, oh, je l'achèterai plus tard. Et puis, en fait, on peut pas l'acheter plus tard faut peut-être dire à ceux qui nous écoutent que ceux qui veulent, qui comptent l'acheter, là, ça va commencer à être compliqué parce qu'il est en rupture de stock. La version noir et blanc qui était en édition limitée, ça commence à être compliqué. Vous l'aurez pu. Et mon libraire, voyant que ça se liquidait et me connaissant très bien, il m'a mis de côté le dernier numéro qu'il avait et pensant que je le voudrais. Donc quand je suis allée l'autre jour à la librairie sans penser le prendre, il m'a dit tiens, je t'ai réservé ça. Si ça c'est pas de l'amour. Franchement, je l'adore mon libraire. Donc bref, c'est un super bouquin. Alors aussi bien la version couleur parce que franchement la couleur elle est absolument géniale. Enfin je veux dire elle est pas accessoire quoi. Avec un ton orangé noir gris, c'est extraordinaire. Voilà, enfin il y a tellement de choses à dire en fait sur ce bouquin que moi j'ai adoré, c'est qu'il mélange énormément de genres, il mélange l'action avec des superbes actions en Batmobile, mais alors là quand on aime les Batmobiles, enfin tout fan de Batman aime les Batmobiles, c'est oublié. Là en fait, c'est un régal, quoi. Il y a plein de Batmobiles tirés de tous les films et de plusieurs comics différents. En fait, Sean Murphy, il fait trop plaisir à ses fans, il se fait trop plaisir et c'est énorme. Donc voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fanservice. Il y a énormément de fanservice de partout pour les fans de la série animée notamment, les fans des films. Ouais, c'est très bien fait. C'est un fanservice, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas le fanservice, enfin, par exemple, je pense à Ready Player One où c'était un peu abusé, où t'avais chaque scène du film tendait vers de l'abus de démonstration de pop culture. Moi j'ai beaucoup aimé Ready Player One. J'ai pas dit que j'ai pas aimé. Moi aussi j'ai bien. C'était de l'abus. non mais. Ouais, après c'était le concept. Mais bref, on dérive, on dérive. C'est ce que je veux dire, c'est que là ça respectait totalement les fans de Batman et ça, on va dire, ça passait crème par rapport à la lecture que tu avais. Ouais, c'est parce que une lettre à la poste, c'est plein de subtilités. Déjà, ça commence avec, c'est plein d'hommages. Ça commence avec les premières cases. Course poursuite. On a dit pas de spoiler. J'ai feuilleté, j'ai vu la course poursuite entre le Joker et Batman, c'est ça. La première. Je l'ai feuilleté hier. Ouais. C'est juste que les premières pages, par exemple, c'est Killing Joke en fait, mais inversé. C'est voilà, c'est le Joker qui vient rendre visite à Batman en prison, et c'est un superbe hommage au commencement de Killing Joke où t'as Batman qui gare sa voiture devant Arkham Asylum. Là, la première case, c'est Arkham Asylum, la Batmobile devant, et qu'est-ce qui sort de la Batmobile, le Joker, quoi. Et c'est enfin non, c'est pas le Joker, c'est Jack Napier. Oui, pardon, Jack Napier. Ouais, elle est très important de préciser parce que vu le déroulé du récit, mais après, moi, ce que je trouvais aussi génial, c'est que Murphy, il arrive à déconstruire toute la mythologie Batman pour la reconstruire à sa manière. Ouais. Tu vois, ce qu'il fait avec le personnage d'Harley Quinn sans spoiler, bien sûr. Je trouve ça génial. C'est génial. Ah oui. Il scénarise et il dessine, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Parce que les dessins, ils sont monstrueux, hein, sincèrement. Ouais, il dessine et pour revenir sur Harley, sans spoiler. Non, c'est l'un des meilleurs personnages, vraiment. Enfin, elle m'a beaucoup marqué. Déjà parce que elle est, tout comme Jack Napier, c'est la première fois qu'on le voit, j'ai envie de dire. Mais entre parenthèses, comme Joker, c'est la première fois que je la vois comme ça. Aussi bien travaillée, aussi, intelligente, en fait, on voit à peu près, bon, sans spoil, que Carley est le centre de beaucoup de choses et elle communique avec tout le monde en fait. C'est la seule qui va vraiment avoir une vraie histoire avec Batman. C'est comme un peu la pièce angulaire de tout le scénario en fait. C'est ça. Et en fait, moi qui suis très fan d'Harley et qui suis très déçue à chaque fois des comics qu'il peut y avoir sur elle parce que c'est assez redondant, c'est la meuf sexy, un peu idiote. Là c'est un vrai hommage qui lui est servi quoi. C'est enfin, on prend un personnage féminin, autre chose parce qu'elle va être juste jolie. Là, elle est intelligente. Les autres aussi sont intelligentes. Hein. Batgirl, je pense qu'elle aurait pu être un peu plus mise en avant.
tout comme Nightwing, mais c'était pas leur place, c'était pas le moment. Mais là, vraiment, c'est un personnage féminin fort. Elle se bagarre même pas. Tu vois, c'est même pas à comparer à Catwoman. Après, elle a un rôle vraiment secondaire, quoi. Enfin, attends, tu parles de Batgirl ou de Harley Quinn? Non, Harley Quinn, elle a un rôle Ouais, Harley. Il parlait d'Harley. Je parlais d'Harley, c'est un personnage important sans se battre, en fait. Elle est dans aucune en fait, c'est elle qui tire tout, enfin, c'est le personnage principal, quoi. Voilà. Et du coup, tu vois, du coup, ça me donne envie de le lire parce que maintenant, je savais pas qui Harley, vous m'avez spoil, mais bon, ça c'est pas grave. Non, tout le monde le sait. Mais du coup, tu vois, il me tarde de voir la relation amoureuse si elle existe, entre Jack Napier et Harley Quinn, qui sera du coup bien différente, j'imagine, de ce qu'on voit dans les comics Batman classiques. Ouais, tu vas kiffer. Et du coup, là, ça me donne encore plus envie de le lire. Je vous remercie. Je t'en prie, on est là pour ça. Non, mais c'est vrai que là pour le coup, moi je l'attendais depuis longtemps ce récit et franchement, j'ai pas été déçu, quoi. Il y a un tome 2 qui est prévu. Ouais, il est en train Gordon Murphy est en train d'écrire la suite, ouais. Avec l'arrivée du personnage d'Azrael. D'accord, OK. Voilà, qui tiendra un rôle important dans le récit. Ce qui fera plaisir aux fans d'Azrael comme Aliénor. Voilà. Je pense que pour finir, Batman White Knight, ça sera peut-être un jour ou dans les mois à venir le prochain débat dans des podcasts du style. Mais est-ce que ça devient pas un énorme classique? Tu sais, est-ce que c'est pas... Il y en a beaucoup qui l'ont dit, ça. Ouais, ça sera intéressant d'en parler. Ouais, c'est vrai. Et en même temps, c'est compliqué. En même temps, il faut attendre aussi il ait un petit peu de recul. Oui, c'est pour ça que je dis ça dans les mois à venir. Ouais, carrément. Mais l'effet ça peut donner aux gens. Tout est fait pour que ça devienne un énorme classique, quoi. C'est clair. Moi, je pense que ça va devenir un classique du genre Killing Joke, c'est-à-dire, déjà, il fait énormément de références à ce point. Killing Joke. Ben après, la différence avec Killing Joke, c'est que il est dit, enfin, tu peux pas l'ancrer dans la mythologie Batman classique, canonique, quoi. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est la seule différence. C'est quelque chose d'à part, en fait. Ça, on va dire. C'est un Elseworld. Ouais, c'est un Elseworld. Ouais, voilà. Ouais. C'est comme un Allman Logan pour comparer avec Marvel, quoi. C'est exactement ça. Donc c'est là toute la difficulté pour ce récit, c'est qu'il est ouf et en même temps il est pas attaché au truc de base de Batman, donc il est vraiment difficile à classer, quoi. Surtout s'il te donne une approche différente des personnages c'est canonique, en fait. Il y a des personnages qui sont totalement reconstruits, quoi, tu vois. De toute façon, quand tu vois Batman en tôle et puis Jack Napier qui va voir Arkham, tu te doutes que le truc c'est pas le même délire, quoi. Ouais, mais encore que ça, il pourrait le justifier dans une histoire, tu vois. Je pars un petit peu ailleurs, mais par exemple, on a pu voir un Bruce Wayne en prison déjà dans Meurtrier fugitif, par exemple, des choses comme ça. Ouais. Il pourrait le faire, tu vois, en restant dans l'histoire canonique, mais là, bon, clairement, on n'est pas là-dedans, quoi. C'est clairement à part. Alors et le récit, il est à part de par aussi sa structure, ce qu'il te présente, et puis c'est beau, il est ouf, ce récit. Ouais. Franchement, il va falloir que je le relise d'ailleurs. Mais... Et y compris l'aspect politique. Moi, j'ai beaucoup aimé l'aspect politique. Alors, comme en plus, je prépare un article pour le blog sur la politique et Batman. Waouh, j'ai été servie. Teaser. Ouais, teaser. Je vous dis pas quand ce sera prêt parce que là, vous pouvez toujours. Mais ouais. Quand tu dis politique, juste, tu parles de politique au niveau Gotham ou un parallèle avec la politique réelle. Parallèle avec politique réelle. Là, c'est vraiment, on ressent vraiment l'insertion de ce récit. Ça va parler de Donald. Entre autres. Le canard ou En fait, ça place vraiment le récit dans les débats politiques actuels qu'on a, et sans du tout donner. C'est peut-être, enfin, c'est à la fois le point fort. Et le point, je dirais pas point faible, mais le point qui peut porter à confusion pour certains lecteurs. Ouais, c'est que en fait, il donne pas d'avis, pas comme The Dark Knight de Miller, tu vois. Où là, on sent bien. De toute façon, Miller, il est fait pour mettre les pieds dans le plat. Voilà.
Tandis que lui, White Knight, en fait, ce qui est pas mal, en fait, c'est que justement, il va de tous les côtés. En fait, il expose le contexte politique actuel. Il y a d'un côté la gauche, la droite, enfin. Voilà, c'est le populisme et en même temps la droite oppressive, sauf que en fait, voilà, il y a du bon des deux côtés et il y a du mauvais des deux côtés. Voilà. Est-ce qu'il exposerait pas de manière objective juste la teneur politique quoi, pour permettre aux gens de se faire leur propre avis tout simplement, tu vois. Exactement ça. Parce que moi souvent dans Marvel, le défaut des séries Marvel, c'est que quand tu dis ce genre de truc, c'est clairement directement ils ont un avis les mecs et ils te le donnent en pleine face, tu vois. Et c'est pas plus mal de le donner de manière objective pour laisser les gens un peu réfléchir par eux-mêmes quoi. Donc voilà, c'est ça. Là, il présente l'inconvénient d'un côté, les avantages, enfin les inconvénients et les avantages des deux côtés en fait, de tous des deux courants politiques principaux. Et je trouve ça cool parce que ça permet aussi de remettre à plat certaines choses, quoi, que la gauche n'est pas toute blanche, voilà, et la droite n'est pas tout noir non plus, quoi. Donc je trouve ça pas mal. Voilà, et vice versa aussi. Voilà, donc c'est un statu quo qui est vraiment qui est pas mal à explorer en fait. Donc en résumé, ce récit est la sortie de la fin d'année sur l'univers d'ici en fait. Ah oui. Ah oui, pour moi oui. Pour moi oui, c'est clairement un truc à pas louper quoi. Et qui est hors continuité, c'est assez drôle en plus pour le. Ouais, hors continuité, ouais. Mais au final, c'est là où tu te rends compte que les auteurs ont plus de liberté. Et c'est ce que j'allais dire, il fait ce qu'il veut, quoi. Voilà, ils peuvent sortir des sentiers battus et ça fait un peu plaisir de découvrir quelque chose qui est pas dans des rails, quoi. Mais juste question, mais Murphy, il avait pas teasé cet event en dessinant un personnage des Looney Tunes, c'est le chasseur là de Bugs Bunny. Ça vous dit rien cette planche? Ah ouais, c'est pas ça, c'est pas lui. Non, c'est un crossover avec les Looney Tunes, mais c'est lié dans Batman à la vie à la mort. Ouais, tu le retrouves. Ah ouais, d'accord, ok, parce que c'est bien lui qui avait fait ce dessin, non? Non, je crois pas. Hein. Ah ouais? Non, c'est pas lui. Je crois pas. Bon, ben, là, j'ai pas le nom du dessinateur. Alors, peut-être, ou alors j'ai loupé, ou on parle pas de la même chose. Mais non, mais je dis peut-être une bêtise, mais je sais pas, ça m'a fait penser à ça. Non, je crois pas. Ouais, parce que lui, après, il est très actif sur les réseaux et tout, donc il partage pas mal son travail. Donc là, par exemple, c'est pas lui si qui s'était fait censurer pour une scène érotique avec Catwoman. Ouais. Non, ouais, c'est ça. Non, pas Catwoman. Il s'est fait censurer une page où on voyait un sein d'Harley. Ah oui, d'Harley, ouais, c'était ça, exactement. Ouais. Et voilà, il s'est fait censurer ça, et c'est tout. Bon, après, en soi, il y en a qui se font censurer le zizi, donc... Ouais, c'est vrai, c'est ce que j'avais inventé. C'est dans quel comic, ça, déjà? Batman Damned. Ah ouais, Damned, ouais, c'est exact. Ouais, avec notre accent français, Damned. Bon, ok, vous l'aurez compris, s'il y a un truc à acheter ce mois-ci, c'était Batman White Knight. S'il y a un truc à acheter le mois prochain, en regardant un petit peu les sorties à venir, ça serait quoi pour vous, Alex? Est-ce que tu as un truc en tête? Alors, enfin, le mois à venir, c'est le mois en cours, parce qu'on est déjà presque mi-novembre. Mais pour le mois de novembre, ça serait quoi? Alex, es-tu là? Non, on a perdu Alex. Ouais, on a perdu Alex. Alors, en attendant qu'on retrouve Alex, Aliénor, est-ce que tu peux nous dire, toi, ce que tu attends Ce que j'attends avec impatience, là, c'est Batman meurtrier et fugitif tome 2. Parce que le 1, j'avais adoré, c'est devenu un de mes Batman préférés. Ouais. Donc voilà, le 2, là, j'ai noté la date, 16 novembre, sur mon agenda, et j'irai le chercher le 16 novembre, parce que je pourrais pas attendre plus. donc voilà. J'ai vraiment hâte. Le 1 était exceptionnel, avec pareil un récit vraiment super bien ficelé, très intelligent, passionnant, que j'avais lu en une journée, et le tome 2, ce sera pareil, quoi. Ça s'annonce dans la même lignée, ouais. Ouais, c'est ça. Ok, et Ludo, toi tu as un truc, je sais que t'es pas forcément à jour, mais est-ce qu'il y a un truc qui te... Il y a un truc qui me tente, ouais. Ouais, de ouf.
moi la série Aquaman, j'ai toujours adoré ce personnage. Ouais. Et enfin j'ai beaucoup aimé ce personnage depuis que j'ai lu le run de Jones sur Aquaman dans la New 52 et j'ai lu le tome 1 des Rebirths et moi je trouve que ce personnage est très intéressant et il me tarde de voir le tome 4 sortir. Voilà, le tome 4 de Aquaman Rebirth parce que comme il y a le film qui arrive, ils sortent deux Aquaman différents. Il y a Aquaman Rebirth et il y a Aquaman Aquaman Sub Diego, exact. Et non, je parle de la série Rebirth. Je me focalise sur le Rebirth quand même, mais j'ai toujours aimé ce personnage. J'ai toujours aimé en fait juste son univers, tu vois, juste ses décors, ça change énormément. Juste l'eau en fait, c'est trop beau. Je trouve ça magnifique. Une histoire d'Aquaman, tu voyages et le personnage est toujours aussi bien ficelé, même si c'est un petit peu moins bien que la série de Jeff Jones, parce que Jones, c'est le maître d'Aquaman pour moi et du coup il me tarde pour continuer cette série. Tout le monde adore les Aquaman Rebirth. Ah ouais, il y a des bons retours. Moi je le lis pas, mais il y a des bons retours par rapport à cette série. Ouais. Carrément. C'est un personnage qui a tellement été maltraité. Enfin, tu le vois. De toute façon, c'est ce que Jones avait fait dans la New 52. Il créait l'homme poisson, le mec qui parle au poisson et tout. Et au final, ils lui ont tellement fait reprendre de la grandeur. Puis Momoa dans les films lui a fait prendre de la badassitude. Donc, il est de plus en plus mis au premier plan. Je pense que c'est une bonne chose d'avoir des personnages secondaires autres que Flash, par exemple. Comme tout à l'heure, tu parlais à Aliénor de Green Arrow, qui est un de mes personnages préférés, tout univers confondu, des personnages un petit peu secondaires comme ça qui méritent que d'avoir des bonnes séries, quoi. Des séries qui restent marquées. Ah oui, non, c'est carrément. Et après, du coup, je pense qu'on peut parler d'une autre. Je pense qu'Alexandra est toujours pas là. Si. Ah, elle est là, ça y est. Ça y est. On t'entendait plus. On savait pas si tu étais là ou pas. Non. Désolée, j'ai eu un appel. Non, mais c'est pas grave. Du coup, t'es au niveau des sorties là du mois de novembre. Toi, il y a un truc que tu as envie de ressortir du lot. On a parlé d'Aquaman, on a parlé de Batman meurtrier fugitif tome 2. Oui. Qu'est-ce qu'il y a eu au mois de novembre? Il n'y a pas eu beaucoup de sorties au mois de novembre, hein? Ouais, il y en a quelques-unes, mais je pense que tu as peut-être, j'ai peut-être ma petite idée, un certain titre signé Scott Snyder et Greg Capullo, quoi. Metal, tome 3. Batman Metal, ouais. Oui. Oui. J'ai fini la review. Oui, c'était, c'était bien. Ouais. Et pourtant, j'en entends tellement de mal de cet event. Non, mais en fait, il est particulier après. Ah ouais, c'est bof. C'est vraiment, c'est spécial. Mais Capullo, c'est tellement une machine, par contre. Juste pour ça, je le prendrais. Ouais, juste pour le côté, c'est ça, le mais côté. C'est sympa, mais c'est pas, ça va pas me marquer l'esprit, quoi. Je pense que j'en ai déjà oublié un peu la moitié, tellement que c'est compliqué. C'est une narration, c'est un rythme assez soutenu. Des fois, c'est des dialogues qui sont pas très intéressants. C'est poussif. C'est le crossover médiatique, quoi. Ouais, après ça a été fait pour ça. Hein. J'ai adoré le premier tome, pour moi, qui était simple et qui était bien. Le deuxième tome, il t'endort un peu parce que c'est les c'est un peu répétitif, ouais. Ouais, c'est les backstories de chaque chevalier. Et puis là, t'as un peu l'impression que c'est pressé et qu'il faut vite arriver à la conclusion, quoi. Ouais. Et Deathstroke, la série qui a le tome 3 qui sort ce mois-ci aussi, c'est bien Deathstroke ou pas pour ceux qui sur les deux premiers tomes, Aliénor, tu peux peut-être mieux répondre que moi, c'est toi qui les a reviewés. Oui, donc Deathstroke c'est un peu spécial, donc c'est très bien. Enfin, moi franchement j'aime beaucoup. Par contre, le scénario est fait de telle sorte que parfois c'est un peu indigeste. La façon dont c'est ficelé, c'est-à-dire que il y a plusieurs intrigues qui sont en même temps et mais elles sont pas en même temps de façon très claire. D'accord, ouais. Donc voilà, mais sinon c'est bien, hein, mais voilà, c'est. Ouais, c'est bien, mais c'est pas non plus la série du siècle. Si, en fait, la vie est un peu difficile à dire parce que c'est une série vraiment originale. Je veux dire, on n'a pas trop l'habitude de lire un truc comme ça. Conclusion, faut se faire son propre avis, en fait. Voilà, c'est ça. Faut le lire quand même, je pense. C'est vraiment une série à lire pour voir, pour découvrir et voir si on accroche. Et un truc qui me tarde, parce que là, je suis sur les sorties d'Urban, si juste voir la cover avec le gros logo le récit complet du Justice League of America, frappe chirurgicale, ça a l'air bien sympa.
Ouais. Ouais. Ah, Après, je moi, sais j'ai pas. aucune idée de ce que c'est. Concrètement, je l'ai pas lu ni rien. Bah, ça sort en 30 novembre, donc. Ouais, non, ouais, mais je veux dire, même, j'ai pas entendu parler par rapport à la VO, ni où ça se situe exactement, parce que je crois que c'est du Rebirth. Mais je sais pas exactement où ça se situe dans Rebirth, en fait. Par rapport au récit qu'on voit, avec Justice League Rebirth, Superman Rebirth. Et Justice League Rebirth, c'est le tome 5, là, qui sort, ça s'arrange après le tome 1-2 ou pas? Honnêtement, moi, je la lis pas, mais des retours que j'ai, pas vraiment. Ouais, c'est pas dingue, quoi. Parce que le tome 1, voilà, c'est un peu indigeste, comme tu disais, quoi. Pour le coup. Non, je crois qu'ils se sont perdus avec cette série, avec ces auteurs-là, avec Brian Hitch notamment. Mais il faudra peut-être attendre le retour de la nouvelle l'équipe créative avec Scott Snyder, voir un petit peu où ils vont aller, quoi, parce que du coup ils vont carrément rebooter un peu le truc, quoi. Il va y avoir un reboot. Alors c'est pas forcément un reboot, mais en tout cas ils changent clairement de ligne directrice. Ils ont changé les équipes créatives et Urban, quand ils vont les publier, ils vont repartir au tome 1. Donc, ouais, d'accord. Okay. Un relaunch du coup. Ouais, un petit relaunch. Ouais. Il y a un relaunch général ou juste pour la série Justice League? Alors il y a Justice League, et il y a une autre série, je sais plus exactement laquelle. Superman aussi. Ouais, je crois qu'il y a Superman. Il y a Bendis qui arrive, Superman. Ah ouais. Oui, il faut qu'il arrive. En fait, toutes les équipes créatives qui ont changé, comme ça, Urban, quand ils vont les publier, ils vont repartir au tome 1. Après, c'est pas plus mal, ils arrivent à 9 tomes, 7, 8 tomes à chaque fois, et à un moment donné, c'est normal qu'ils le fassent. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas tous les 3 mois, quoi. Ouais, c'est ça. Bonjour Marvel. Coucou Marvel, bon ben voilà. Laisse tomber. Sur ce, on va enchaîner sur notre débat du soir qui concerne les variantes cover. Je sais que Ludo, t'étais chaud patate pour parler des variantes cover. Ouais, chaud patate, je sais pas, mais moi je suis client. Moi je suis clairement client des variantes cover. Je pense qu'on l'est tous, et pourtant, si on va en parler, mais si on y réfléchit 30 secondes, qui aujourd'hui en France achète une variante cover et puis se dit ok, là, je vais ressortir de ma bibliothèque ma variante cover parce que j'ai acheté une variante cover, tu vois. Il y a personne qui fait ça. Mais je sais pas, tu vois une variante cover, tu vois, j'ai celle des Batman Rebirth et Justice League Rebirth devant moi, numéro 1. Il y en a beaucoup. Il y en a tellement, je trouve ça tellement cool. Surtout en VO, un peu moins en VF. Ouais, en VO, il y en a pas mal. En VF, Urban les met souvent à la fin des récits, ils te mettent des variantes cover comme ça, juste pour le plaisir des mirettes, mais c'est vrai que après c'est un gros truc qui a beaucoup plus lieu en VO qu'en VF. Alors juste pour parler concrètement sur les variant cover, ceux qui connaissent pas vraiment cet univers-là, c'est comment dire, c'est une couverture. Il y a que la couverture qui change, le récit ne change pas. Une couverture alternative pour un même récit donc. Et le but c'est qui sera vendu bien sûr un petit peu plus cher. Et le but c'est d'avoir des éditions limitées, un peu plus chères, avec une autre couverture, un truc un peu différent, peut-être plus joli, selon les goûts de chacun. Et concrètement, on rentre vraiment dans l'objet de collection, quoi. Juste pour la petite anecdote, la première, est-ce que vous savez quelle a été la première variant cover? Est-ce que quelqu'un a l'info? Urban Comics? Non, la première variant cover de l'histoire. C'était DC. C'est DC qui l'a fait. Vous l'avez pas? Un Action Comics, non? Non. Alors c'était un numéro de The Man of Steel, donc Superman. Ah ouais, d'accord. Signé John Byrne. Et en 86. Et c'est la première fois qu'ils ont fait une variant cover. Et il y avait donc deux couvertures, la couverture classique et la variant cover. Suite à ça, vu que ça a eu un gros succès, ça s'est accéléré à partir des années 90, où là, on atteint des sommets, j'ai envie de dire, il y a pas longtemps, avec le numéro 50 de Batman, il y avait quand même plus de 40 variantes cover différentes. Après, c'est particulier, c'est un event. C'est un événement spécial avec le mariage de Batman. Mais bon, il y avait quand même, des fois, ils vont jusqu'à 20, 30, 40 variantes cover. Ouais. Ça fait peut-être un petit peu beaucoup. Et justement, le premier sujet là pour le débat, selon vous, qui achète les variant cover? Alors, je pense qu'il y a... Ouais, je suis pas sûr, tu vois. Justement, je pense qu'il y a deux poids deux mesures dans les variant cover. Je pense qu'il y a un objet de collection et il y a un objet de spéculation aussi. Il y a aussi des gens qui ne lisent pas de comics qui, je pense, achètent des variant cover pour les revendre après. Et puis il y a des gens, je suis persuadé qu'on parle du White Knight tout à l'heure, du blanc.
il y en a qui en ont acheté 3-4 pour pouvoir les revendre dans 2 ans, tout simplement. Et ils les revendront au prix fort. Et je pense que les variant cover, en VO, peut-être pas tant que ça, parce que au final, il y en a tellement, comme tu dis, que c'est devenu un objet plus mercantile que de collection. Mais les variant cover, ça permet aussi, je pense, de faire découvrir des artistes. Sincèrement, c'est quelque chose qui peut avoir deux objectifs, soit tu penses que ça peut faire des... Enfin, là, il y a un truc qui me vient en tête. Par exemple, sur des variant cover Batman, t'as des variant cover signés Jock, Jimmy Lee, Greg Capullo. Tu crois vraiment que c'est pour le faire découvrir? Non, on les connaît, quoi. Mais c'est plus en VO, du coup, tu vois. En VO, dans mon comic shop à Toulouse, il y a un carré VO. Moi, je dis pas de VO parce que, comme tu disais tout à l'heure en off, j'ai déjà tellement à lire en VF que si je me mettais à la VO, j'aurais pas terminé. Mais là, du coup, il donne la possibilité à des artistes un peu plus jeunes ou un peu plus nouveaux dans le milieu de dessiner des variant cover. Après, en France, comme tu dis, tu vois, les variant cover chez DC, chez Urban, c'était Jelly, c'est Sorrentino. C'est une sélection de variant cover qu'ils ont sorti. Ouais, voilà. Mais je pense qu'il y a le collectionneur et le spéculateur. Le spéculateur dans le comics, il existe. Donc spéculateur, on t'a vu, on te voit. Ouais, mais malheureusement, c'est vrai. Il y a aussi le côté aussi peut-être quand ils lancent, je sais pas ça comme ça, mais quand tu lances des variant cover pour redonner un peu vie du jus à la série, ouais, parce que souvent moi je sais plus avec qui j'en parlais là que il y avait une variant cover de Wolverine, je sais plus quel tome, il y en avait eu 10 variant cover différentes de Wolverine, alors avec son costume, avec sans son costume, avec un casque, pas de casque, etc. Et c'était comment dire, c'était que le costume qui changeait. Le fond, tu vois, c'était pareil, c'était sur un fond jaune. Et là, je lui dis, écoute, là, c'est pas pour le plaisir des yeux, c'est pas pour le plaisir du dessin. C'était vraiment pour c'est pour faire de la pub. Ouais, voilà, là, c'était Panini est trop client de ça. Ouais, bah voilà. Moi, je connais peu Panini, je me suis renseignée un peu et j'ai l'impression qu'ils développent pas vraiment des très belles variantes cover. Non. Tu vois, c'est vraiment alors, ça va changer. Ça dépend. Tu vois, Wolverine, par exemple, Panini pour Angoulême, tous ceux qui seront à Angoulême, vous verrez, il y aura 4 variantes cover, même peut-être 8 sur tous les kiosques qu'ils font. Et les variantes cover, c'est monnaie courante pour chaque event. Ils en font pour la Comic Con, ils en font pour Angoulême, et ils en font strictement tout le temps. Pourquoi? Parce que, vous l'avez peut-être vu, c'est tout simplement, comme tu dis, le but c'est de relancer et de donner de l'exclusivité à la série. Donc en fait, la personne va l'acheter parce qu'il va voir une variante cover, il y a écrit derrière limité à 500 exemplaires. Donc ça va faire augmenter les ventes. C'est comme les numéros 1. Ça veut dire qu'il y a un problème de vente chez Panini. Non, mais tu as pas vu la nouvelle avant-hier, Marvel recherche un nouvel éditeur en France. Wow, il paraît que c'est une rumeur. Bien sûr, j'ai vu ça, mais c'est et Panini est en vente. Je préfère voir ça. Et Panini est officiellement en vente. Panini est officiellement en vente. C'est officiel. C'est Panini qui l'a dit eux-mêmes. Ils sont en vente. C'est pour 1 milliard d'euros. Si vous voulez vous acheter Panini, les gars, 1 milliard d'euros et vous éditez Marvel. À un moment donné, quand Panini est en vente, c'est pas bon signe, quoi. Et ils font des relaunchs tous les 6 mois. Il y a des variantes cover tous les 3 numéros qui sont vendus 2 fois plus cher que le kiosque de base, alors que au final la série à l'intérieur, comme tu disais Lénore, reste la même. C'est exactement la même chose. Mais après, moi je vois ça aussi côté collection, tu vois. Si je reviens un petit peu, je pense aux variantes cover d'ici parce que je suis plus d'ici. Mais par contre, j'ai du mal avec ce côté. On va en faire beaucoup. Par exemple, moi, je vais peut-être craquer sur. Faut se recentrer sur le dessin, tu vois. J'ai l'impression qu'ils perdent un peu ce côté dessin. On va en faire plein, mais fais plutôt un super variant cover nickel qui claque les yeux. C'est déjà bien. Au lieu d'en faire 2, 3, 4. Et au final, ça se perd, ils se perdent. Il y a plus enfin, c'est plus vraiment joli. Mais après, moi, je pense que quand on voit, par exemple, le nombre de variantes cover qu'ils ont sortis pour le mariage, il y en a énormément et tout. Mais je pense que c'est un peu dans la veine du justement mettre en valeur des artistes, mettre en valeur aussi une autre vision du truc. Enfin, moi, je pense qu'il y a un côté artistique, un côté mise en valeur artistique dans la variant cover qui est quand même. Moi, c'est pour ça que j'aime bien les variantes cover en fait. C'est sans les acheter forcément parce que je suis pas une collectionneuse.
Donc j'achète pas forcément les variantes cover, mais j'aime beaucoup les regarder quand j'en vois la publicité parce que je trouve ça très très beau. Ça fait plaisir, ça fait plaisir aux yeux. Et puis voilà. Moi c'est juste. Mais exactement. Et tu vois, moi quand là j'ai devant moi la Superman Saga numéro 1 variant cover, donc le numéro la 1B. C'était Jelly qui faisait cette variant cover avec Superman et Batman sur la cover pour la série Batman et Superman justement. Et je connaissais pas moi Jelly, en fait je connaissais très peu et ça m'a fait découvrir le dessinateur et ça m'a donné envie de lire plus de récits du dessinateur, plus que ce qu'il y avait dans le kiosque. Donc c'est ou par exemple comme tu disais là, il faut faire une seule bonne variante cover, je pense. Et je suis d'accord avec toi sur le fait que Justice League Saga, pareil, le numéro 1, c'était Andrea Sorrentino. Et à l'époque, Andrea Sorrentino, c'était sa première série sur DC. Il avait travaillé sur iVampire et chez Vertigo. Et en fait, sa première série des Big Two, ça a été Green Arrow avec Jeff Lemire. Et du coup, le fait qu'Urban mette une cover d'Andrea Sorrentino qui est inconnu au bataillon à l'époque, enfin il a fait iVampire, mais est-ce que vous avez lu iVampire? Moi non, peut-être que vous oui, mais il y en a pas beaucoup je pense, ou en tout cas moins que sur du Green Arrow. C'était plus je pense pour Urban dans un objet de ok, on va essayer de faire connaître un peu ce dessinateur quoi, parce que c'est le Justice League Saga, la cover c'est Green Arrow. Tu sais, je veux dire, il y a pas de sens, mais au final ils font découvrir un mec qui au final aujourd'hui, enfin moi c'est mon dessinateur préféré donc je suis pas objectif, mais aujourd'hui il s'est imposé quand même. Donc ce qu'il a fait avec Green Arrow et c'est un monstre. Justement, tu soulevais un problème, Ludo, c'est est-ce que une variant cover, parce que des fois on a le droit à des variant cover qui ont rien à voir avec le récit. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. C'est quand même assez surprenant. Je veux dire, encore à la limite, bon, on fait intervenir plusieurs artistes, on fait des variant cover. Mais une couverture d'un livre, tu te retrouves avec une couverture d'un livre ou dans lequel le récit n'a rien à voir avec la couverture. C'est quand même assez surprenant, non? Ça n'a pas rien à voir avec la couverture parce qu'il y a la série Green Arrow dans Justice League Saga. Donc c'est juste pas la série phare en fait, c'est juste pas la série principale. Mais oui, si tu avais Green Arrow par exemple, je sais pas moi. Après peut-être pour cet exemple, c'est peut-être pas bien tout sûr, à fait oui, vrai, mais il y a d'autres exemples, tu vois, où ça où c'est carrément à côté du récit quoi, tu vois. À la limite, il y a un perso qui apparaît dans le récit et du coup, il se retrouve sur la cover, mais la cover en elle-même, ce qui se passe sur la cover, l'action ou la pose ou ce qu'on veut, n'a rien à voir avec le récit, tu vois ce que je veux dire. Dans ces cas-là, tu prends l'exemple de Mon nom est Gotham, Batman, Tom 1, Batman Rebirth, Team Sale, variant cover. Ça n'a rien à voir avec le récit. Ouais. Par exemple. La variante très belle d'ailleurs. Et moi je l'adore. La variante cover n'a rien à voir avec le récit quoi. Donc la couverture de base de c'était Janine qui l'avait fait, il me semble, était plus classique avec le Batman simple, mais elle avait plus à voir avec, elle était plus simple, donc elle prêtait pas à confusion dans la variante de Team Cell. Il y a rien à voir avec le récit, mais c'est tellement là c'est pour, c'est tellement bien parce qu'il n'y a pas de hausse de prix. Il y a pas, tu as le choix entre prendre celle que tu veux. Moi, je prends celle-là parce que j'adore le dessin, en fait, tout simplement, et que quand je la relis, je suis content d'avoir ma couverture variante. Après, oui, il faut qu'il y ait un lien avec ce qu'il y a à l'intérieur. Ce serait vachement plus logique, tu vois. Mais malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, quel que soit l'éditeur, on est aussi dans une logique mercantile qui fait que le but, faut pas l'oublier, c'est des sociétés et le but c'est de gagner de l'argent, c'est de payer des salaires et d'être rentable. Donc, les gars, ils vont te mettre, tu vois, la couverture variante de Batman Rebirth tome 1. Il y a Batman et le Joker. Le Joker, il est pas dans Batman Rebirth tome 1. L'arc c'est Mon nom est Gotham et ça se vend parce qu'il y a le Joker dessus et malheureusement c'est la société de consommation classique normale quoi, on est tous comme ça et il faut que ça se vende, il faut que ça marche parce que sinon les gars ils peuvent pas continuer à bosser quoi. Donc on peut pas leur en vouloir non plus, mais tant qu'ils font ça proprement en fait, tant que c'est pas dans l'excès et qu'ils te sortent pas des variant cover tous les 3 mois et je reviens encore une fois à Panini parce que c'est insane de ce qu'ils font, ça me dérange pas. Urban, je pense qu'ils font ça proprement et tant que c'est fait proprement. Oui, c'est pas Urban, ça reste très. Ouais. Non mais Urban ils sont super carrés, les mecs c'est les meilleurs aujourd'hui dans l'édition française. Très clairement, il y a pas midi à 14h quoi. Hein. Ils sont géniaux. C'est les meilleurs pour moi. Donc du coup, si je résume, j'aime bien résumer quand il y a des débats. Il faut savoir qu'il est très pro. Hein. C'est un mec. Si je résume, tu vois, en gros, c'est pas que pour les collectionneurs au niveau des variant covers, parce que tu parlais tout à l'heure des spéculateurs. Bien sûr. Mais même pour les collectionneurs et du coup pour les
les spéculateurs ou autres personnes qui vont aller s'acheter ces comics en variant cover. Est-ce que ça entraîne pas aussi, tu vois, tout ce côté appât du gain avec un achat pour la revente, Bien sûr. pour faire de l'argent, avec t'as même des acheteurs clairement qui achètent les variant cover, qui les lisent même pas, voilà. Tu vois, mais non, bien sûr que non. Mais il y a les 3/4. Enfin, il y a beaucoup de spéculateurs et encore Urban, encore une fois, je reviens là-dessus. Évite la spéculation. Ok, il y avait un tirage limité sur le White Knight, mais ils évitent la spéculation en ressortant les intégrales. On revoit les intégrales d'Aquaman de Jeff Jones qui sortent, les intégrales de Grant Morrison, présent de Batman, qui ressortent. Mais quand tu regardes encore une fois, ouais, mais après quand ça ressort en intégrale et tout, enfin ça n'a rien à voir avec la variant cover, tu vois. Après c'est vraiment variant cover, ça mais sur un instant T, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais, tu parles de la spéculation sur la variant cover. Donc, ouais, c'est ça. Oui, mais la variant cover, ça a toujours été objet de. Tant que c'est limité, tant que c'est un exemplaire limité, tant qu'il y a un principe de rareté sur un produit, bah c'est le principe de l'offre et la demande en fait. Hein. Tu as moins d'offres, tu as plus de demandes que d'offres, donc le prix augmente en fait, tout simplement. Hein. C'est très logique et du coup il y a des gens qui, je suis persuadé, achètent des variantes cover, tu vois, pour le Batman 50, le mariage de Batman. Je suis sûr qu'il y a des gars qui ont acheté la variante cover fait, je les ai pas toutes vues et je me souviens pas. Il y en a 40 alors. Voilà. Là, non, mais tu vois la variante cover peut-être la plus prisée, la faite par le dessinateur. Peut-être que Jim Lee en a fait une, j'imagine. Jim Lee en a fait une. Tu vois, voilà, Jim Lee en a fait une. Ben, tu fais la variante cover, tu vas la faire signer au Central Comics Paris là en octobre par Jim Lee. Tu sais, je veux dire. Ouais. Et puis tu revends ça dans 10 ans, quoi. Et tu te fais le pactole parce qu'il y a des collectionneurs. On est dans Pawn Star aujourd'hui, hein. C'est ça, hein, clairement. Donc malheureusement c'est ça, quoi. Ouais, justement, on parlait de ce mariage de Batman avec comme je disais au début, plus de 40 variant cover, c'est quand même ouf. Est-ce que ça devient pas un peu n'importe quoi Non, mais je pense que là, d'arriver à autant de variant cover? Non, là, je pense que c'était vraiment particulier. C'était un événement. C'était le mariage de Batman et on avait parlé avec Anaïs, je crois, à un moment donné. C'est un truc, ça va pas se faire. Enfin, c'est pas possible. C'est tellement énorme. Il a pas le droit d'être marié. Enfin. Ouais, après ça, c'est sur le récit, ouais. Mais oui, non, mais c'est l'événement. L'événement est inédit. Il va pas être. C'est pas comme si il allait vraiment se marier dans le récit. Et il allait être marié jusqu'à tous les comics, ça aurait pas eu la peine de créer autant de variant cover, mais c'est tellement voilà inédit, nouveau et inattendu et surtout ça amène plein de dessins. C'est vrai que moi je les ai regardés tout à l'heure, il y a 1001 choses à faire et encore 40, il y aurait pu avoir plus. C'est pour moi c'est un énorme one shot, mais ça va pas se faire tout le temps. Regarde, ils en ont pas fait 10 000 pour White Knight. Ouais, mais ils en font quand même régulièrement, je veux dire. Action Comics 1000. Action Comics 1000, puis après il y a par exemple pour les 75 ans du Joker ou du Batman, à chaque fois ils avaient fait plein de variantes cover. Mais c'est des anniversaires, c'est des. Non mais je suis d'accord avec toi, c'est des anniversaires, mais ce qui serait intéressant du coup, tu vois, c'est de voir l'évolution sincèrement des chiffres parce qu'on les a en plus en public, des chiffres de vente de DC Comics sur le numéro 49 de Batman et sur le numéro 50, tu vois ce que je veux dire. C'est ça le truc, c'est que sur le numéro 49, c'est clair que le numéro 50 il a été vendu 10 fois plus, c'est sûr. Mais alors que s'il faut, il y a des gens qui l'ont acheté que parce que la cover était belle et qui n'ont pas lu les 49 numéros avant, tu vois ce que je veux dire. Où il y a, mais tu vois, c'est juste l'objet pour le coup, juste l'objet. Tu vois, je veux dire vraiment même pas le fait que c'est une variante cover. Ça peut desservir le comics bien sûr, mais après il y aura toujours des écoles. Je veux dire, il y aura les personnes qui vont acheter parce que ils aiment le dessin et qu'ils aiment la BD derrière, et ça c'est top. Et après c'est pas forcément la faute aux maisons d'édition. Moi, je pense aussi que la moitié, c'est la faute aux personnes d'acheter seulement le comics parce que la cover est jolie. Tu vois. Non, mais les maisons d'édition se basent sur nos habitudes en fait. En même temps, ça marche. Je connais par exemple des gens qui ont acheté les 3 versions de Batman White Knight, par exemple, la version classique, la version en noir et blanc et la version variant cover pour la Fnac. C'est des passionnés parce que je parlais c'est des gens qui voilà. disent même ça par contre ça tu vois ça je le comprends pas moi je le comprends pas ça tu vois par exemple acheter 3 fois le même comic ça je comprends pas. Mais ça c'est chacun voilà c'est 2 écoles ça c'est moi non plus j'aurais pas compris mais au moins ces personnes-là ont acheté les 3 variantes pas que pour la variante aussi. Mais parce que c'est des passionnés. Je suis d'accord avec toi. Derrière.
Mais il y aura par contre, moi je comprends pas les personnes qui vont acheter le truc sans savoir ce qu'il y a écrit derrière, quoi. Tu vois, et donc tu comprendrais le mec qui achète les 40 variantes cover de Batman 50 parce qu'il est passionné. Oui. Non, mais c'est pareil. C'est une vraie question. Après, c'est à l'extrême, mais ouais, c'est la même question. Mais en fait, un passionné, de toute façon, ça part du principe qu'il va dépenser ses sous, il fait ce qu'il veut. Enfin oui, je le comprendrais s'il a envie d'avoir sa collection. Moi, regarde, ça, je sais pas si c'est un bon exemple. Je collectionne les mecs depuis 10 ans. Et du coup, ça me fatigue. Du coup, j'aimerais les revendre. Mais il y a pas de spéculation là. Je connais à Paris une boutique, mais surtout une salle de lecture comics, le Comic Corner. Ouais. Tu payes à l'heure et tu lis les comics que tu veux. Ouais, mais je connais, ouais. À chaque fois, je me dis, arrête d'acheter, va lire ce comics, et au moins, et à chaque fois, je n'arrive pas parce que je veux, avoir chez moi, je veux ma collection, je veux faire grandir mon étagère et ne plus avoir de place pour mes vêtements. C'est le principe. J'arrive pas, et donc je comprendrais le mec qui veut se taper les 40 covers parce que c'est trop beau et qu'il veut les avoir à la maison. Mais la différence entre toi et lui, du coup, c'est que toi, tu veux avoir ton bouquin et tu vas acheter ton comics parce que tu as envie de le lire, mais lui, il va acheter 40 fois le même comics et il va en lire qu'un. Ouais, mais parce que les couvertures sont belles aussi. Il est peut-être passionné par le dessin. Tu vois, il aime le dessin. Non, mais bien sûr, je suis d'accord avec vous. Non, mais j'essaie juste de réfléchir en fait, d'alimenter le débat, quoi. Mais du coup, la question que, comme je disais au début, est-ce que ça vous arrive, moi, que quand je déménage ma bibliothèque, mais est-ce que ça vous arrive de vous asseoir et de sortir toutes vos variantes cover et puis de la regarder pendant 5 minutes? Sincèrement, c'est une vraie question que je vous pose. C'est pas rhétorique. Je vous pose la question. Pas encore, mais je me verrais bien le faire. Je fais ça pour mes pluches. Et bah tu vois les deux, alors moi j'achète pas forcément les variantes cover donc je pourrais pas dire ça, mais pour des comics je sais pas, ça m'arrive d'admirer en fait par exemple les couvertures, toutes les couvertures finales des différents numéros là qui sont à la fin. Et ben franchement, ça m'arrive de faire exactement comme tu dis, de m'asseoir et de regarder. Mais c'est pas ça. Mais ça tu lis ton comics. Je suis d'accord. Je fais exactement pareil. Tu lis ton comics et à la fin t'as la galerie de couverture. Tu vas regarder ta galerie de couverture parce que c'est intéressant. Mais est-ce que regarder encore? tu vas le reprendre et le regarder à nouveau. Ouais. Bah, par exemple, toi, en tant que, pourtant, moi, je suis pas collectionneuse, mais par exemple, pour des comics, j'ai commencé à lire moi, je commence toujours, certaines, des séries ou des personnages que je connais pas, je commence toujours à la bibliothèque, parce que je suis bibliothécaire, donc c'est normal. D'accord, ouais. Une bibliothèque avec des comics, c'est rare. Ah, si, il y en a plein. Et donc, j'ai commencé Daredevil à la bibliothèque. Ils avaient tous les Frank Miller de Daredevil. Donc, je les ai commencés, donc je les avais pas achetés. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai lu plein de Daredevil. Je me suis acheté les Daredevil de Frank Miller. Alors, je les suis pas lus, parce que je les ai déjà lus à la bibliothèque. Je vais les relire. Mais du coup, je suis très contente de les avoir, rien que pour... parce que j'ai ces bouquins qui sont pour moi, du coup, dans mon cœur, qui ont une place très importante, et puis comme ça déjà je pourrais les relire, même si je peux les relire à la bibliothèque au final, mais savoir qu'ils sont dans ma bibliothèque et que n'importe quand là je peux les prendre, et par contre je les prends des fois et je regarde certaines planches, il y a des planches qui sont superbes et du coup je me fais mon petit plaisir, là je prends 5 minutes et je regarde certaines planches, et c'est ça avec plein de comics quoi. D'accord, ok. Donc, mais c'est une vraie question. Ouais, donc je comprends le mec qui ouais, moi aussi je comprends, pareil. Ah bah ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un débat aussi endiablé. Hein. Et toi Nico, tu comprends parce que là il y a 2-1 là. Non, moi, enfin, j'ai un peu de mal aussi parce que j'estime, enfin, moi je suis du style à acheter. Après, je peux acheter une variante cover, mais du coup, j'achèterai pas la version classique. Tu vois, je prendrai parce que j'adore la variante cover. Je vais la prendre parce que j'adore cette photo là cette image là qui va être prise pour la cover. Mais du coup, je vais pas prendre la classique. Donc, du coup, j'aurai toujours qu'une fois le récit chez moi et je vais le lire. Voilà, je vais l'acheter, je vais le lire. J'ai du mal à l'acheter 2 fois pour en lire qu'un. Ça, c'est vrai que c'est un truc que moi, je le ferai pas quoi. Après, voilà, j'ai d'autres problématiques, mais pas celle-là. Tu vois,
je peux pas dire que je comprends pas, parce que je comprends dans un sens. Moi, ça m'est déjà arrivé. Mais pour des raisons différentes. C'est, tu vois, par exemple, la Green Arrow que je te disais tout à l'heure, ça m'est arrivé parce que j'avais acheté la normale et j'ai vu la Green Arrow à Cultura qui vendait tout leur kiosque 1 euro et il y avait la variante cover de Green Arrow à 1 euro à l'intérieur. Alors j'ai acheté pour 1 euro, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais ou alors si les deux numéros Batman Rebirth numéro 1, j'ai adoré les variantes cover, j'ai pris les variantes cover et j'ai fait gagner du coup sur Twitter les deux numéros 1 que j'avais déjà en fait. Pour permettre à une autre personne de le lire parce que j'ai pas acheté Batman Mon Nom est Gotham variant cover et Batman Mon Nom est Gotham cover classique en fait parce que et je comprends ce que vous voulez dire mais je pars du principe que comme tu disais au début Aliénor, et c'est ce qui résume totalement notre débat je pense, c'est à la fin l'histoire elle est la même à l'intérieur. Et puis il y a aussi les questions d'argent parce que bien moi sûr, personnellement si je les achète pas les variantes cover c'est parce que je peux me permettre quelques petits plaisirs comme justement les achats d'Ardeville et encore je les achète d'occasion parce que justement je sais je les ai déjà lus donc étant donné qu'il coûte une fortune je les achète d'occasion mais les variantes cover voilà si tu t'achètes là je comprends si tu t'achètes le même récit juste pour la couverture, ça coûte 15 euros quand même le truc. Voilà, vous achetez deux comics différents. Conclusion, les amis, si vous achetez toutes les variantes cover, vous êtes blindés. Félicitations. Voilà. C'est ça. C'est que tu gagnes bien ta vie. C'est un baromètre comics. C'est ça. Bon, je pense qu'on peut conclure un petit peu ce débat avec nos variantes cover préférées. Parce que au final, même si on fait les difficiles sur les variantes cover, on a tous nos variantes cover préférées. Non, c'est faux. Ah ouais. C'est vrai. Je déconne. Non. Moi, je suis client. En plus, je te disais, j'essaie de débattre, mais je suis client. Ouais, non, mais c'est, moi aussi, je me fais un peu l'avocat du diable par moment, et puis j'avais préparé un petit peu mon plan pour vous amener à droite ou à gauche dans le débat. Mais voilà, machiavélique. C'est le méchant rédac chef. Mais ouais, c'est ça. il fallait que je dure 1 heure, donc c'est bon, on a fait 1 heure, du coup on peut conclure. Non mais vas-y Ludo, justement pour toi, si t'as un petit top de variant cover d'ici du coup. Tu peux, franchement t'es libre. Moi j'ai sélectionné trois covers Batman. Ouais. Les autres rédacteurs peut-être aussi, enfin rédactrices. Peut-être aussi, mais toi, tu es libre si tu as envie d'en dire d'autres, vas-y, y a pas de souci. Pour DC, je pense que ma variante cover préférée, sincèrement, c'est celle du Batman Rebirth kiosque numéro 1 avec Batman qui tient la carte du Joker et le Joker qui a dans sa main une chauve-souris. Je trouve que, je la trouve tellement forte. C'est David Finch qui dessine. C'est un tueur à gages. J'adore cette variante cover. Et puis c'est le symbole de Batman en fait. Puis ce personnage, on est là pour parler de ça, mais ce personnage reste, je pense, voire le plus mythique de tous les personnages de comics. Je dirais ensuite la variante cover qui avait été faite pour le coup par Panini Comics à Angoulême d'Andrea Sorrentino sur Wolverine, qui est une variante cover avec et c'était pas encore le cas sur les kiosques, mais qui est une variante cover dépliable où on voit en fait il y a 4 covers du coup avec 4 Wolverine différents. Selon les époques, il y a le Old Man Logan, le Wolverine avec son costume jaune et le Wolverine classique. Enfin bon, elle est monstrueuse. Et encore une fois, Sorrentino, la couverture de Justice League Saga avec Green Arrow sous la flotte. Andrea Sorrentino, voilà. Clairement, c'est ce mec qui est un tueur à gages et je préférais Andrea Sorrentino à Otto Schmidt dont j'ai beaucoup de mal, et même la série en soi par rapport au New 52, la série Green Arrow Rebirth, j'en suis assez déçu et pourtant j'en attendais beaucoup. Donc ouais, j'en attendais énormément et Otto Schmidt au début j'adorais, au final je me suis comparé à Sorrentino, je me suis tellement lassé de ses dessins et enfin j'ai lu que le tome 1 avec le vol des SDF, etc. Je trouve ça bien, mais je trouve que Lemire et Sorrentino emmenaient vraiment un récit qui avait plus d'ampleur sur les tomes et qui avait plus d'impact que celui-là. Enfin, voilà, c'est un autre sujet, mais et celle de Jay Lee pour finir, la variante cover de Jay Lee avec Superman et Batman. Voilà. Celle dont tu nous parlais tout à l'heure. Ouais, c'est celle de Superman Saga numéro 1, cover B, c'est magnifique, ça. Ok. Aliénor, pour toi, ça serait quoi? Alors moi j'en ai 2 que j'aime beaucoup. Ouais. C'est déjà une toute récente dans les différentes variantes cover qui ont été faites pour le mariage.
Donc c'est pas encore publié en France, hein, bien sûr, mais Non, moi, comme encore. je les regarde surtout sur Internet, les variant cover, vu que je les achète pas ou encore. Du coup, j'avais regardé à un moment quand ils avaient publié toutes les variantes cover. Et j'avais vraiment craqué, alors il y en avait plein de belles, hein, mais j'avais vraiment craqué sur celle de Joey Jusco, alors que je ne connaissais pas du coup comme artiste. Ouais. Mais c'est magnifique. Alors je sais pas si vous pouvez la voir. Mais Ce qu'on va faire, c'est que je suis en train de regarder là. Ouais, après il y a Google, mais sinon dans l'article sur le blog, je vais mettre toutes les variantes cover qu'on a évoquées là à la fin. Comme ça tout le monde pourra aller voir. Donc je vous invite à aller sur la page de Batman Legend pour voir toutes les variantes cover qu'on a évoquées et à nous partager éventuellement même dans les commentaires vos variantes cover préférées même d'ailleurs. Mais c'est vrai parce que bon là on en parle, mais vas-y décris-nous là un petit peu. Alors c'est Joe Jusco, hein, c'est pas Joey, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Donc en fait il y a Catwoman, donc Selina qui est dans sa robe de mariée, elle est étalée par terre. La robe, je vous dis pas, est magnifique. J'aurais trop voulu aller voir le même à mon mariage en fait. Avec, en fait, elle est étalée par terre avec des chats et des chauves-souris, avec des cartes du Joker. Et c'est super. Faut la voir celle-là. Ouais, juste la voir. C'est indescriptible. Elle est trop belle. Déjà la robe, elle est belle. Ouais. Fille ou pas fille, hein, même un mec qui va dire qu'elle est belle. Hein, ah bah ouais. Non mais c'est magnifique. Maintenant, imaginez tous Nico de Batman Legend dans la robe et puis revoyez cette copie. Alors, je l'ai déjà vu en robe et ça lui va très bien. Les robes de la Reine des Neiges. Non, robe de l'infirmière du Joker. Oh, ça sort des clichés. Ça sort des clichés. Non mais en plus il y a une photo sur le compte Instagram qui circule parce que c'était pour une soirée Halloween donc. Et je dirais même que dans ces photos on voit le commis déguisé en comics de Batman. Signé comment il s'appelle Batman Cacophonie, comment il s'appelle Batman Cacophonie. Attendez, je tape ça. Et en attendant, juste pour pallier, en restant sur la robe du coup de Catwoman, la variante cover, là je suis en train de regarder les variantes cover où Catwoman se regarde dans le miroir et elle est en robe de mariée et qu'elle se voit en Catwoman est aussi très jolie. Mais celle que là je regarde les variantes cover, je pense que celle qui pour moi a le plus de sens sur qui me parle le plus, c'est celle de Jim Lee en fait, sincèrement. Moi je l'ai sélectionné dans mon top 3. C'est celle de Jim Lee et c'est quelque chose le temps que je trouve que DC devient de plus en plus proche de l'intimité en fait personnelle du héros et c'est quelque chose que j'aime de plus en plus et c'est pour ça qu'avant je lisais beaucoup plus de Marvel que de DC, ce qui est énormément en train de changer parce que on voit des personnages introduits comme les enfants ou cette relation entre Batman et Catwoman qui fait qu'on rentre dans l'intimité du super-héros et je trouve que DC est en train de prendre, après dites-moi si je me trompe, mais un virage un peu différent à ce qu'il faisait d'habitude qui est un pari 100% réussi. Bah dans le Batman Rebirth, c'est un peu ça, et c'est ça qui est chouette. C'est vraiment les sentiments de Batman. Avant, je voyais les super-héros d'ici comme des dieux, en fait, et les personnages de Marvel comme des humains, et maintenant, on est en train d'humaniser d'ici, et c'est quelque chose dont je suis complètement client et j'adore. Je signe. Exactement, ouais. Non, tout ça pour dire que cette cover, elle est magnifique, et franchement, par contre, là, moi, si Urban la sort, je l'achète, c'est sûr. Et du coup, j'achète. On a créé un Tipeee pour que vous puissiez participer à la robe d'Aliénor, parce qu'on aimerait lui offrir la robe. Ouais, mais à mon avis, il va falloir être nombreux à participer, les gars. Et bah, si vous voulez, je suis pour le Tipeee, là. Ouais. Parce que je la veux, cette robe, en fait. Alors, juste pour conclure le truc de tout à l'heure, le Batman Cacophonie, c'est Kevin Smith, bien évidemment. Ah oui. Voilà, on conclut cette partie-là, c'est fini. Mais, Aliénor, après, t'avais d'autres variantes cover que t'avais relevé, Oui, j'avais été surprise, j'avais flashé, bien aimé, justement, en plus, le hasard veut, donc, ce qui montre qu'elle est très bien, cette variante cover, voilà, le hasard veut qu'on a parlé tout à l'heure, Ludo, c'est celle de Tim Sale, effectivement, sur le Batman numéro 20, et qui est chouette, quoi. En fait, c'est Batman qui, et en fait, elle est très classique. C'est Batman Rebirth, c'est vrai, c'est ça? Ouais. Bah, c'est la cover du Batman Rebirth numéro 1 chez Urban Comics, variante cover, en fait. Voilà, ouais.
Et elle est chouette, c'est Team Sale déjà, donc Team Sale ça en impose. Hein. Et puis donc c'est Batman qui plonge à la verticale dans les immeubles, en contre-plongée dans les immeubles de Gotham. Et puis c'est super beau. Enfin voilà. Moi, c'est 2 variantes qui m'ont tapé dans l'œil. Qui t'ont tapé dans la rétine, comme on dit. Voilà. Et Alex, toi, pour toi, c'est lesquels que tu as relevé comme variant cover? Moi, je sais pas très innovant, ça a déjà été dit. C'est celle de la robe que parlait Anaïs et Batman Rebirth qui a parlé Ludo. La Team Sale aussi? Ouais. D'accord. Ouais. Ok. Non, celle du Joker, non? Non, celle du Joker, pardon, ouais. Ouais, voilà, le Joker et Batman. Ah oui, d'accord. Ok, celle de David Finch, c'est ça? Ouais. Après, il y en a tellement, enfin. Bien sûr. J'aime pas trop les choix. Là, pour le coup, c'est difficile de choisir. Ouais, c'est difficile de choisir. Après, moi, j'ai fait une sélection de 3 variantes cover que j'ai bien aimé. Alors, il y en a une qu'on a déjà évoquée tout à l'heure, c'est la variante cover du Batman 50 du mariage, signé Jim Lee. Elle est juste magnifique. On a Batman et Catwoman front contre front sous la pluie. Sous la pluie. C'est d'une intensité, c'est monstrueux. Ensuite, il y a une autre variante cover que j'ai adorée, c'est Team Sale. Décidément, il revient souvent. Par contre, c'est celle du numéro 22 de Batman Rebirth. Et en fait, on a Batman et derrière lui, dans une espèce d'ombre sous un clair de lune un peu, on a le Batman Thomas Wayne derrière lui. Et c'est deux, on a les deux un peu comme sur le même truc là. Je la trouve magnifique aussi. Et pour rebondir sur celle-là, ça me fait penser à la cover de Batman 22 où il se regarde avec Flash dans une flaque de sang et qui voit qui voit aussi Thomas Wayne et qui a le Nega Flash dans le sang en fait, dans l'ombre du sang, il y a ces deux personnes. Parce que là c'est justement aussi c'est une variante cover du Batman 22. Hein. Ouais, mais c'est aussi une cover du Batman 22 là. Et tu sais qui c'est qui l'a signé ou pas? C'est j'essaie de voir son nom, la signature est invisible. Non, mais je vais te trouver ça pendant que tu parles de la troisième. Ouais, la troisième en fait c'est une variant cover qui a fait polémique. Mais que moi j'adore. Ah, Batgirl. C'est la Batgirl. Elle est monstrueuse. Oui, elle était chouette. Signée Raphaël Albuquerque. Monstrueuse. Celle où on voyait le Joker qui tenait Batgirl, c'est ça? Version Killing Joke. Avec sa chemise hawaïenne, là. Ouais, version Killing Joke. Et elle est monstrueuse, quoi. Elle est géniale, ouais. Vraiment, pour le coup, c'est une variant cover, pour laquelle j'aurais pu craquer, clairement, s'il avait sorti, quoi. Clairement. Parce que vraiment, juste le côté Killing Joke et puis tout ce qu'elle vient amener et puis comment elle est faite, elle est sublime sur un fond noir hyper intense. Enfin, c'est waouh. C'est comment déjà? Tu tapes quoi déjà? Variant cover Batgirl et tu vas la trouver. Ouais, tu mets c'est Batgirl 41. Tu mets c'est 41, ouais. C'est ça que je voulais savoir. Bah si tu dois, c'est ça, ouais. Elle est celle-là, elle est elle est magnifique. Ça fait longtemps que je l'avais pas revue. Et elle a été censurée, interdite parce que elle a été annulée. Annulée. C'est l'artiste c'est l'artiste qui a dit OK, on annule. C'est lui-même. Parce qu'il y a eu une polémique comme quoi c'était un appel en fait à la violence contre la femme, au viol, parce que Killing Joke parle de ça et en fait c'est juste un hommage à Killing Joke, mais bon. Voilà, c'est ça, mais bon. C'est pas grave. Par moment, il y a des accès de féminisme qui. Exactement. Mais c'est même plus du féminisme, c'est complètement. C'était de la bêtise. C'est ça. Mais il se cache derrière ça, quoi. Exactement. C'est ça, c'est la bien-pensance un peu exagérée. Le politiquement correct. Ouais, c'est ça. Ce qui est dommage parce qu'elle est magnifique et c'est pas parce que j'adore cette cover que je suis pour le viol, loin de là. Mais je trouve ça tellement triste que tu es en plus à le dire, tu sais ce que je veux dire? Non, mais parce que justement elle a été annulée pour ça. Enfin, mais bien sûr. Mais c'est débile, quoi. Alors que c'est juste une cover qui vient faire référence à mais demain t'auras une variante cover avec le Joker et un pied de biche et ce serait la même chose, hein. C'est ça. Ce serait pareil. Clairement. Il doit en avoir déjà. Ouais, c'est clair. On dirait pas que c'est un appel au meurtre des enfants, quoi. Enfin. Ben si, justement, ça pourrait être ça, tu vois, je veux dire, limite ça pourrait. Bah oui, mais oui, ça pourrait, et personne ne le dira parce que c'est juste qu'en ce moment, il est de bon ton de dire que
tout ce qui a un trait à la violence faite aux femmes que il y a même pas besoin de le dire, c'est évident. Mais j'adore qu'on me tape. Mais pourtant, tu vois, un Joker avec un pied de biche, on va pas crier au scandale, alors que c'est tout aussi terrible. Alors qu'à la sortie du comics, on a demandé, à la sortie du comics, enfin de l'issue avant, on a demandé quand même aux gens de voter, est-ce qu'il fallait qu'ils meurent ou non. Je veux dire. Et en plus, ils ont dit oui. Ils ont dit oui, quoi. C'est clair. Non, mais c'est un peu débile, quoi. Mais bon. Ouais. Bon, ben voilà, du coup, je pense qu'il y a pas mal de variant cover. Je vais mettre ça dans l'article en même temps que la vidéo, enfin que le podcast. Donc, sur ce, je pense qu'on a dit à peu près tout ce qu'on avait à dire. Et j'ai envie de dire on va conclure ce podcast. J'invite tout le monde à nous partager leur variant cover préféré, parce que moi, ça m'intéresse toujours découvrir. Ça nous fera peut-être découvrir d'autres variant cover qu'on a raté. Et sur ce, merci Ludo d'avoir participé à ce podcast ce soir. Avec grand plaisir, n'oubliez pas le Tipeee pour Aliénor. Hein. Le lien sera dans l'article. Toujours un plaisir de venir faire les podcasts, toujours très sympa. Merci, c'est super cool. Merci Aliénor, merci Alexandra d'avoir été là aussi. Et merci à tout le monde. Et puis sur ce, à bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao. À la prochaine. Salut, ciao. Bonne soirée.